Bienvenue à un autre épisode de Docu Hebdo. Nous sommes au cœur de la semaine de l'action bénévole et pour l'occasion, nous vous proposons 3 entrevues que j'ai faites avec des membres du Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay qui vont nous parler bien sûr de la semaine de l'action bénévole, mais également du reste de leurs activités. Voilà ce que nous vous proposons en première partie d'émission. Annick, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la mission du CAB. Il y a 4 axes principaux sur lesquels vous déclinez vos activités. Peux-tu nous parler un peu de ces 4 axes-là? Oui. Donc, premièrement, la mission du Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay est d'avant tout promouvoir au niveau du développement de l'action bénévole. Donc, on en fait la promotion du bénévolat et aussi, c'est de répondre aux différents besoins du milieu par l'action bénévole. Donc, développer des services où est-ce que c'est le bénévole, justement, qui en fait l'offre. Ensuite, via la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, donc le FCAB, on est régi via 4 axes. Donc, on a la promotion du bénévolat, bien sûr, on a le service aux individus, le soutien aux bénévoles et ensuite le soutien aux organismes, donc au niveau du milieu de la communauté en termes de bénévolat. Alors, ça chapeaute vraiment l'ensemble des activités qui sont reliées au bénévolat. Ça ratisse assez large, le CAB. Oui, quand même très large. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'être en lien avec justement la communauté, de dénoter justement les différents besoins. Que ce soit besoin de formation pour les organismes qui travaillent aussi avec des bénévoles. Les bénévoles, c'est des humains. Donc, la gestion des ressources humaines, la gestion des bénévoles, ce sont des gens qui donnent du temps et c'est eux qui choisissent aussi les tâches qu'ils désirent faire et tout. Et c'est toujours en lien avec leur désir de redonner à la communauté. Donc, ça amène une grande vitalité dans la communauté de travailler avec des bénévoles parce que eux, déjà là, ils font la promotion des différents services des organismes, font la promotion du temps qu'ils donnent et du bénévolat qu'ils font dans la communauté et ils sont rattachés justement à la mission des différentes organisations. Puisqu'on a des bénévoles, 220 bénévoles au Centre d'action bénévole pour offrir une panoplie de services, mais on offre aussi du soutien aux organismes qui eux aussi travaillent avec des centaines et des centaines de bénévoles dans la communauté. Par extension, vous finissez par desservir à peu près l'ensemble des bénévoles du territoire? Je dirais oui, de près ou de loin. Parce que justement, dans notre mandat, c'est de développer avec la communauté, justement, du soutien pour le recrutement des bénévoles, du soutien aussi pour faire la rétention des bénévoles. Donc, comment faire pour les garder à même nos différents services, puis je dis nous, au niveau de la communauté, d'offrir du soutien aux municipalités, par exemple, quand eux autres travaillent au niveau de la participation citoyenne. Donc, comment, des petits trucs, des petits conseils pour aller chercher justement les citoyens qui participent à la vitalité de leur communauté. Et on les trouve comment, ces bénévoles-là? Est-ce que c'est les gens qui se présentent à vous? Est-ce que, parce que des fois, on a envie de s'impliquer, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas par où passer. Les bénévoles, vous allez les chercher ou c'est eux qui viennent à vous généralement? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses? Toutes ces réponses, c'est beaucoup le bouche à oreille qui est la meilleure publicité. On demanderait aux entreprises, c'est la même chose. Se faire connaître, c'est d'humain à humain. Mais bien sûr, on a différents affichages. Donc, que ce soit dans les médias, dans nos réseaux sociaux aussi, via différentes activités. On rencontre des bénévoles aussi parce qu'on est le centre d'action bénévole. Ils arrivent à nos portes et on les rencontre pour être capable de les orienter aussi. C'est via d'autres organisations aussi qui arrivent à nous connaître nos services, donc sont capables de dénoter justement leurs besoins ou leurs désirs, je vais dire, et de dire, ben écoutez, nous, de l'accompagnement transport, j'aime conduire, j'aimerais ça, donc vous aider, informez-moi sur votre service et on arrive justement à les recruter à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup avec la promotion, donc la promotion peut être diverse. Puis c'est quoi le type de personnes qui se prêtent au bénévolat? Est-ce que c'est des gens souvent qui ont bénéficié de ces services-là? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà au courant que ces services-là existent? Ou il y a toutes sortes de personnes, des gens qui arrivent, écoute, j'ai jamais fait de bénévolat, je veux m'essayer une fois, qu'est-ce que je peux faire? Oui, on a un peu de tout, je dois dire. Nos bénévoles, avant tout, avaient l'âge moyen il y a plusieurs années d'environ 65 ans. Maintenant, c'est 55 ans. Ah, OK. On avait les TLM, toujours les mêmes.
Donc, un monsieur, madame des années de 80 ans environ, qui pouvait offrir du bénévolat 5 jours semaine. Maintenant, c'est beaucoup plus de bénévoles qui sont beaucoup plus de gens qui sont maintenant bénévoles, mais qui offrent moins d'heures aussi. Alors, on n'a pas besoin de vouloir sauver le monde à temps plein. On peut pouvoir donner du temps à des moments précis. Oui, c'est ça, parce que 3 heures aux 2 semaines, et même sont capables même de dire seulement les lundis, pas d'autres journées, parce qu'ils ont quand même un horaire. Donc, si je regarde au niveau des jeunes retraités, on a même des familles aussi. Une maman tout récemment qui veulent impliquer leur enfant au niveau du bénévolat, donc va participer à ce qu'on appelle, nous, des visites d'amitié, donc rencontrer une personne aînée, jaser, discuter avec cette personne. Donc, on arrive aussi à aller chercher des familles. Et ça part de la personne. C'est quel est son désir? Et bien sûr, on est souvent la référence à ce niveau-là, d'être capable ensuite de les guider vers les bonnes ressources. Si quelqu'un veut travailler davantage avec une clientèle au niveau de la santé mentale, on connaît les organismes. C'est plus au niveau des jeunes ou même, par exemple, au niveau des enfants, nous sommes capables de les guider au-delà, justement, de nos services à nous. Et dans le futur, bon, tu sais, la population en général au Québec, c'est une population qui est vieillissante. Ça affecte directement votre clientèle à vous. Comment on entrevoit les prochaines années ici au CAB? Est-ce qu'on s'attend à avoir plus de demandes et donc avoir besoin d'offrir plus de services? Je dirais plus de demandes, ça va être d'investir dans la qualité de nos services avant tout et de voir aussi au niveau des conséquences, au niveau des mesures de l'austérité, de nous donner un 2-3 ans pour bien analyser, mais davantage de répondre adéquatement justement aux services qu'on a présentement. On recherche toujours des bénévoles, par exemple pour l'accompagnement transport médical. Donc, nous souhaitons faire le jumelage adéquat donc d'un bénévole avec un usager, un bénéficiaire. Donc, on est aussi dépendant du nombre de bénévoles que nous avons disponibles pour offrir les différents services. Si on manque de bénévoles, il y a des services qu'on souhaiterait offrir, mais on va être dépendant de l'action bénévole. Est-ce que c'est une situation qui se présente des fois d'arriver à un manque de bénévoles? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ou vous avez toujours un moyen? Je dirais oui. Je vais reprendre un exemple de l'accompagnement transport. Si quelqu'un, par exemple, à la dernière minute nous téléphone et nous dit demain, j'aurai besoin d'un transport. On a une politique, on a des règles pour nos bénévoles et nos services. On demande toujours un avis de 5 jours à l'avance. Donc, parce que c'est difficile d'effectuer le jumelage, de trouver un bénévole disponible à un moment précis, dans la journée, dans la semaine aussi. Parce que, comme je mentionnais tout à l'heure, on a de plus en plus de bénévoles. Toutefois, ils offrent de moins en moins de temps. Donc, c'est de trouver la bonne personne qui, au bon moment, pourrait effectuer le transport. Pour l'instant, ça roule très bien à ce niveau-là. On arrive quand même à jumeler, mais on souhaiterait augmenter notre banque de bénévoles. Cette semaine, la semaine où on est diffusé, c'est la semaine de l'action bénévole. J'imagine que c'est une grosse semaine pour vous. Ça doit être la grosse semaine dans l'année. Comment ça se décline pour vous, la semaine de l'action bénévole, ici au CAB à Châteauguay? C'est d'être actif, bien sûr, au niveau des réseaux sociaux, puis d'informer notre communauté. Le citoyen, mais aussi nos organismes communautaires qui sont partenaires avec nous, au niveau de voir des différentes façons de remercier le bénévole. Grâce aux bénévoles, on arrive à offrir une panoplie de services sur le territoire. On arrive à bien connaître le pouls de notre territoire aussi. Donc, on a besoin de ces bénévoles-là et c'est le temps aussi de leur dire un gros merci. Par exemple, le Centre d'action bénévole, ça nous permet d'organiser une fête de reconnaissance samedi et de réunir nos bénévoles qui parfois offrent des services mais ne connaissent pas toute l'équipe de bénévoles que nous avons. Donc une belle richesse, on va être ensemble là, animés avec des jeux, de la musique, un bon repas et apprendre à se connaître davantage et encore là, trouver un autre moyen pour les remercier pour le temps qu'ils donnent aux bénéficiaires par chez nous. On a une liste complète là, de façons de dire merci. Il y a le sourire, bien sûr, mais il y a mille et une façons aussi. Donc, plein de trucs qu'on va pouvoir partager tout au cours de la semaine et encore là, bénéficier de cette visibilité-là nationale. C'est organisé par la Fédération des centres d'action bénévoles et on embarque dans cette promotion-là là, à même pour, oui, recruter, mais davantage pour remercier nos bénévoles.
Joanne Reed, j'aimerais ça que tu nous parles de l'historique un peu du CAB. Comment c'est né ici à Châteauguay? Originellement, il y avait un SAB, un service d'action bénévole, qui, lui, a fermé ses portes. Donc, on a fait appel au Centre d'action bénévole de Beauharnois pour chapeauter le SATC, qu'on appelait dans le temps. C'était l'organisme de transition. Le temps de trouver des membres de CA, organiser un CAB, lettre patente et tout ça. Donc, sur une période de 2 ans, on est arrivé à faire en sorte qu'il y ait un CAB à Châteauguay, un centre d'action bénévole. Donc, c'est les origines. Le CAB offre un peu plus de services que le SAB offrait et que le SATC offrait aussi. Est-ce qu'il y avait des particularités à distinguer un peu entre ce qui se passe ici à Châteauguay de ce qui se passe à Beauharnois? Est-ce que c'est sensiblement la même clientèle type ou il y avait des distinctions un peu à faire? Même clientèle, sauf que eux ont des repas, une popote roulante qu'on n'a pas ici, mais ils offrent sensiblement les mêmes services, visites d'amitié, club de marche et ces choses-là. Et ici, on en a parlé un peu avec Annick, ça se décline beaucoup autour des aînés. Il y a un volet beaucoup autour des aînés. Qu'est-ce qui est la nécessité là, au niveau des besoins aux aînés? Qu'est-ce que vous offrez à ce niveau-là? En fait, on offre des services aux aînés en perte d'autonomie majoritairement. Donc, les visites d'amitié pour les personnes qui vivent seules. C'est toujours dans l'optique du maintien à domicile. Donc, le club de marche, l'aide à la marche, pour ceux qui veulent faire un peu d'exercice, prendre l'air. Il y a des bénévoles qui vont se rendre chez les personnes aînées pour prendre une petite marche dans le quartier. On offre le programme PER aussi pour ceux qui vivent seuls. C'est un programme sécurisant. On a l'accompagnement transport. Et aux familles aussi, on offre le service d'impôt. Donc, on va produire les déclarations de revenus gratuitement pour les familles, donc à faible revenu, peu importe l'âge. Et tu me disais avant l'entrevue que c'est un service qui fonctionne très bien, particulièrement cette année. Particulièrement cette année, beaucoup de demandes. On est déjà rendu à plus de 500 contribuables qui ont fait appel à nous, puis il nous reste le mois d'avril à faire. Il reste la grosse période à faire. Ça veut dire, pour moi, ça me sonne 2 cloches. C'est que, oui, le service fonctionne et les gens font appel à vous, mais c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Donc, il y a beaucoup de gens à faible revenu ici sur le territoire. Puis aussi, il faut dire que nous, on axe aussi le service d'impôt pour les aidants naturels, parce qu'ils ont de la difficulté souvent à se reconnaître. Donc, quand ils viennent ici en couple, puis qu'on s'aperçoit que monsieur ou madame aide le conjoint ou que la maman regarde son fils adulte à la maison, mais là, on va les informer sur les crédits d'impôt qu'ils peuvent recevoir, la façon de les recevoir et tout ça. Donc, on met beaucoup l'emphase sur l'information. Tu parlais des aidants naturels, c'est un volet dont on a déjà parlé dans une autre émission l'année dernière. C'est un volet qui est très intéressant parce que les gens qui sont en position d'être un aidant naturel ne le savent pas nécessairement toujours. C'est ça. Juste faire dévier un peu du sujet principal, mais expliquer comment on se retrouve à être un aidant naturel finalement, puis pouvoir bénéficier de vos services. OK. Un aidant naturel, c'est une personne qui va aider un conjoint, un membre de sa famille, même un ami, un voisin, dans les fonctions régulières et quotidiennes. Donc, si la personne n'est pas capable de faire son épicerie, s'habiller, on va faire ça, on va l'aider à réaliser ça pour qu'il puisse rester à domicile. Donc, souvent, les conjoints vont dire, ben non, je suis pas aidant, c'est ma femme, c'est mon mari, mais dans le fond, ils sont aidants. Ils doivent se reconnaître. Et si la personne a besoin d'aide physiquement, il y a des crédits à aller chercher avec les impôts. Il y a aussi des formations qu'on peut suivre ici pour éviter l'épuisement. Il y a des cafés-rencontres sur les deuils blancs, l'estime de soi, apprendre à demander de l'aide. Il y a plusieurs activités ici pour les aidants naturels. Alors, je pense que c'était intéressant de le mentionner pour peut-être qu'il y a des gens à la maison qui s'ignorent être aidants naturels et qu'il y a des services pour eux. Il y a le volet soutien aux bénévoles aussi. C'est un des axes importants du CAB. Comment ça se décline, le volet soutien aux bénévoles?
La même chose, on va souvent offrir des formations qui ont en lien avec le travail qu'ils font. Aussi des cafés-rencontres, des thèmes qui peuvent les intéresser. La fête de reconnaissance, un party de Noël, des choses comme ça. Une carte de fête à leur fête. C'est tous des petits gestes, des fois petits, mais très importants. Très important. Alors, les gens qui ont un peu encore des doutes, des craintes à aller faire du bénévolat, ils sont pas laissés à eux-mêmes. C'est pas, va-t'en là-bas puis on arrange-toi avec tes troubles, aide du monde. On apporte quand même les outils pour pouvoir aider les gens. Oui, tout à fait. On a même une formation qui s'appelle « Outils pour bénévoles engagés auprès des aînés ». Cette formation-là va leur donner des outils pour la communication. Parce que c'est pas tous les aînés ils savent des fois qu'ils ont besoin de services, mais ils sont pas très contents d'être obligés d'avoir ces services-là. Donc, des fois, ils sont réticents. Fait que on va former nos bénévoles pour la communication avec ces gens-là. Comment les approcher tranquillement pour qu'il y ait une bonne relation. Et les gens qui viennent faire du bénévolat ici, selon toi, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'on retire de faire du bénévolat? Mon Dieu, si on demandait ça à des bénévoles, il y aurait autant de réponses que de bénévoles. Souvent, c'est pour remettre à la communauté ce qu'on a reçu. Souvent, c'est pour se sentir utile, pour faire du bien à quelqu'un. On a accompagné des fois un grand-parent, puis là, on a aimé ça, puis là, on veut continuer. Il y a tellement de raisons pour faire du bien. Toutes les raisons sont bonnes. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. En plus, il y en a plein et elles sont bonnes. Oui, c'est ça. Il y a aussi tout le volet service aux individus qui sont concentrés plus sur la clientèle, littéralement, que vous aidez. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec les individus ici au CAB? On va premièrement faire la promotion des services pour que les aînés soient au courant de ce qui est à leur portée. Puis on va souvent aussi discuter avec eux autres, prendre le temps de leur expliquer le service. Parce que quelqu'un je sais pas moi, un travailleur social va dire, vous devriez appeler pour une visite d'amitié, ça va vous faire du bien. C'est pas évident pour une personne qui vit seule de laisser un étranger rentrer à la maison. Donc, quand il nous appelle, on va prendre le temps de discuter avec cette personne-là, le mettre en confiance, lui expliquer que nos bénévoles ont fait une enquête des antécédents judiciaires, que c'est des personnes qui veulent aider, qui sont pas obligées de le faire, etc., etc. Puis on leur dit toujours qu'à n'importe quel moment, ils peuvent arrêter le service. C'est pas un contrat qu'on signe avec nous. Donc, s'ils sont pas satisfaits du service, ils annulent et c'est tout. Michel Robillard, tu es un bénévole accompli, on va le dire comme ça, et puis aussi président du conseil d'administration du CAB de Châteauguay ici. Merci d'être là aujourd'hui. On va parler en premier lieu de ton côté bénévole. Ça vient d'où? Comment tu as commencé à t'impliquer comme bénévole dans diverses causes? Pour le CAB, c'est suite à ma retraite. J'ai pris une retraite il y a 3 ans. Et en même temps que ma mère se vivait ces derniers mois. Donc, j'ai accompagné ma mère dans ce processus-là. Et suite à ça, le printemps qui a suivi le décès de ma mère à Noël, j'ai déjeuné, j'ai ouvert le journal, puis paf, l'annonce du CAB, du Grand Châteauguay était là. Alors, je m'en fais un coup de téléphone, voir ils ont besoin de qui, de quoi, puis j'étais willing, j'étais vraiment au bon moment, cette annonce-là m'a marqué. Et puis, j'étais bien accueilli ici. Voici ce que vous pouvez faire, M. Robillard, ci, ça, dont le programme PER. J'avais déjà entendu parler de ça par une amie, donc je me suis renseigné un peu plus là-dessus, puis j'ai commencé à faire du programme PER. Et c'est effectivement le produit, pas parfait, mais très intéressant pour les personnes âgées qui veulent demeurer à la maison, souvent seules, et pour sécuriser et la personne et sa famille autour. Donc, à tous les jours, il y a un appel téléphonique qui se fait à la maison, et la personne âgée nous répond, nous dit « oui, bonjour », et on sait qu'elle est en bon état et en pleine vie, là.
Alors que si elle ne répond pas, si la ligne est toujours occupée ou si ça tombe sur le répondeur indéfiniment, bien, on a une alerte et on va se déplacer sur les lieux. Pas nous, mais le voisin, le fils qui demeure pas loin, la belle-fille ou quelqu'un qui est dans le coin. Et les gens qui n'en ont pas, bien, on envoie aussi le service de police. OK. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises au Québec. Puis je pense qu'une fois ici, c'est arrivé où on a été sauver une personne qui était vraiment mal prise, qui ne pouvait pas répondre au téléphone. Puis on s'est rendu juste à temps pour sécuriser la personne qui était tombée entre le bain et le cabinet d'aisance. Et puis elle ne pouvait pas se relever de là. Donc, c'est un service très sécurisant et pour la personne âgée et pour les entourants. Et est-ce que le bénévolat, ça a commencé comme ça au CAB ou est-ce que ça date depuis longtemps? Est-ce que tu as toujours été dans le monde du bénévolat? Oui, bien quand on a des enfants, on se sent déjà bénévole. Fait que j'ai accompagné mes 2 fils dans le soccer. Donc, je me suis impliqué comme entraîneur, comme arbitre, comme directeur de l'Association de soccer de Châteauguay. Et auparavant, avant d'avoir des enfants, j'étais impliqué dans des organismes environnementaux. OK. Et puis, ça date... Est-ce que ça a été inculqué par les parents ou ça t'est venu naturellement de mémoire? Non, ça a été avec une prise de conscientisation à l'effet que notre communauté ne vaut que ce que les gens sont prêts à donner. Sinon, on n'est pas une communauté, sinon il n'y a pas de solidarité. C'est le « me, myself and I » et ça mène à rien. Donc, il faut vraiment partager entre nous. Je ne sais pas si tu te souviens des premières fois où tu faisais du bénévolat. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu étais réticent? Est-ce que tu avais des doutes au début, le premier contact que tu avais? Est-ce que tu as sécurisé finalement ce premier contact-là? Non. Non? Okay. La première expérience n'a pas été tellement... C'était un centre de récupération. Les premiers temps où on commençait à récupérer le papier, 79-80. Et on récupérait le papier, puis on avait créé un organisme de récupération avec la réinsertion sociale avec nos employés. Puis là, il fallait acheter des camions, il fallait acheter des ballots, puis c'était assez complexe. Puis on était tous des greens, là, des néophytes là-dedans. Et ça n'a pas été long que le CA s'est dissous. Et l'entreprise s'est... Fait que ma première expérience, ça a été ça. Pas si pire. Dans mes autres expériences sur les CA, c'est des garderies coopératives. Dans les 2 cas, une à Lagardère puis une ici à Châteauguay. Et là, j'ai vu qu'est-ce qu'un CA était capable de produire, de faire. Et c'est là que j'ai dit, OK, ça fonctionne. Et ça, c'est une voie d'avenir pour la communauté, pour le tissu de la communauté. Et avec toutes ces années-là que tu étais dans le milieu communautaire, dans le bénévolat, est-ce que tu es à même de nous dresser un peu, est-ce que le bénévolat a changé, le visage du bénévolat depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu es à même de témoigner qu'il y a une différence au niveau des gens, des types de personnes qui font du bénévolat, des types de clientèle? J'avoue que j'ai fait tellement de différents types, comme sportifs, coopératifs, environnemental. C'est une catégorie de gens vraiment différentes. Okay. C'est surtout différent d'un type à l'autre. Oui, d'une mission à l'autre. Parce qu'on s'organise plus entre nous, puis on est plus à se relever les manches. Donc, j'imagine qu'il y a moins de modèles. Une coopérative, une garderie, par exemple, là, ce sont des parents qui prennent des décisions. Qu'est-ce qu'ils vont manger, combien de temps qu'ils vont jouer dehors. Et donc, les parents se doivent d'être là si on veut avoir un programme éducatif intéressant. Donc, chaque chose est vraiment personnalisée, chaque projet est vraiment personnalisé aux besoins. À la mission. Quand c'est dans le sport, bien, développer notre club élite, conserver l'équité dans nos ligues maison, la mission du sport, du soccer, dans cet exemple-là, était le point d'attache du CA. Ici, c'est les personnes âgées. Les personnes, pas juste âgées, mais les personnes qu'on dessert, principalement des personnes âgées. Donc, la mission de tous les gens qui sont assis autour de la table, c'est vraiment de rendre meilleur le monde dans lequel nos personnes âgées vivent. Et c'est important de ne pas perdre cet objectif de vue-là, j'imagine, à mesure qu'on avance dans le travail. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu les mains libérées pour agir directement et le plus efficacement envers ces personnes-là. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, personnellement, de faire ce bénévolat-là? J'imagine qu'on le fait, oui, pour les autres, mais personnellement, il y a quelque chose qui te motive, il y a quelque chose qui te pousse à faire ça? Oui. J'ai eu une belle carrière soutenue par un régime de retraite. Donc, quand je suis arrivé à 55 ans, j'ai dû prendre ma retraite et j'avais quand même un fonds de pension qui m'accordait une certaine liberté.
Et, mais je pouvais pas rester chez moi et me procrastiner là, avec mon fonds de pension. Donc, je devais remettre à la population, à la communauté, ce que j'ai eu. Au niveau du financement, on sait que c'est peut-être une période difficile pour différents organismes. On l'a vu dans notre émission tout au long de l'année. De votre côté, comment ça s'enligne finalement dans les prochaines années? Avec l'incertitude qui rôde sur les organismes communautaires, ce qu'on a su, c'est que notre prochaine année est garantie, notre financement est garanti, donc okay. On a au moins 1 an. Le reste, on ne nous garantit pas le financement du PSOC. Le PSOC, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires, okay. Ce qui est le noyau de notre fonctionnement, de notre organisation, les salaires, la bâtisse, ça c'est le PSOC, le soutien aux organismes. C'est fait qu'on existe ou qu'on n'existe pas. S'ils coupent ça, on met la clé puis c'est fini. Il n'y a aucun moyen que ça survive. C'est ça. Donc, ça nous met dans une drôle de position. On dit oui, pour 1 an, on te garantit ton financement, mais pas les autres années subséquentes. Normalement, ça se fait sur des plus longues périodes? Triennales. OK. On connaît 3 ans à l'avance les fonds qui vont nous être attribués. Fait qu'on peut développer des programmes qui durent plus que 6 mois ou 1 an. Là. On peut développer des programmes autour de ça quand on connaît notre financement. Actuellement, on ne peut pas le faire. On est garanti 1 an, on va fonctionner avec ce budget-là, mais ça nous met un peu dans l'incertitude. C'est pour ça qu'on devrait réajuster nos programmes pour aller à beaucoup plus court terme, malheureusement. Alors, pour avoir une vision un peu plus à l'année, finalement... Oui, et on a peur de tomber aussi dans les critères de performance. Mm-hmm. Ce qu'on voit, on demande aux médecins d'être performants, aux infirmières d'être hyper performants. Un jour, ils vont nous dire, si tu veux du fonctionnement du financement, tu dois performer, tu dois nous donner des statistiques, tu dois démontrer que tu as aidé tant de personnes. On n'est pas apte à être contrôlé de cette façon-là. Surtout dans le communautaire, je pense que c'est beaucoup d'aide qui est très personnalisée, très individuelle. Voilà. On s'efforce en tout cas de traiter les personnes selon leurs problématiques personnelles. Oui. Ce serait un peu impensable de penser qu'on peut appliquer un modèle à tout le monde. Un modèle Toyota, tant de personnes à l'heure et quoi que ce soit. Non, on vise d'autres choses. Ce sont des valeurs humaines qui sont transmises dans nos services. L'époque de CLSC, en 1970-80, nous montrait toute la puissance qu'un service social relié à la communauté était efficace. Ça n'a pas fonctionné, il y a eu d'autres gens qui l'ont défaite, mais il y avait quand même là une graine de bien-être de la communauté qui s'exprimait par ça. Et c'est tout en train de s'effondrer actuellement. Donc, dans les prochaines années, de votre côté, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on compte faire? On va être alerte. On va essayer de répondre à nos besoins toujours. À notre mission du CAB, on va toujours être là. Personne au CA ne veut mettre de côté les personnes, notre clientèle. Mais on va quand même réagir si on attaque les fondations de notre organisation. On va réagir, ça c'est sûr. Bien, merci beaucoup, Michel Robillard, pour le temps d'aujourd'hui. La semaine de l'action bénévole coïncide avec le mois de la jonquille, une campagne de financement et de visibilité organisée par la Société canadienne du cancer, qui est une organisation que tout le monde connaît, mais dont on ignore encore peut-être les rouages. Voilà pourquoi je me suis entretenu avec Julie-André Numainville et Dominique Roy du Bureau régional du Sud-Ouest de la Société canadienne du cancer. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le portrait de la situation du cancer ici dans la région? Qu'est-ce que ça peut représenter en proportion, le nombre de personnes, etc.? Je dirais que le poids du cancer dans la région est un peu à l'image de ce que c'est au Québec. C'est-à-dire que on a beaucoup... évidemment, il y a une augmentation des cas de cancer. Il y a une augmentation des taux d'incidence sur les cancers. Cependant, il y a davantage de cancers qui se traitent bien. Il y a davantage de cancers qui sont dépistés plus tôt. Donc, les pronostics s'améliore quand même d'année en année.
Puis il y a beaucoup d'avancées qui sont faites dans divers types de cancers et dans divers types de traitements. Mais c'est sûr et certain qu'au niveau de la clientèle, on en reçoit beaucoup au bureau dans la région du Sud-Ouest. Juste pour te faire un petit portrait, juste au niveau des gens qui sont évidemment touchés pour ce qui est du soutien que l'on offre à la société. On a plusieurs services de soutien. On peut parler d'à peu près 1500-1600 personnes en 2014 qui sont venues soit au bureau ou qui ont utilisé nos lignes d'écoute et nos lignes d'information. Ça, c'est juste des gens dans la région ici. Juste le Sud-Ouest. Ça veut dire que, évidemment, là, la statistique est criante. Plus on va avancer dans le temps, plus les taux de cancer vont augmenter drastiquement, vieillissement de la population également. Sur ce quoi on travaille, c'est évidemment, c'est sûr que notre rêve, ce serait de reléguer le cancer au niveau du rang de la maladie chronique. On le souhaiterait bien un jour. Mais il y a quand même beaucoup d'améliorations, beaucoup plus de chances de guérison, beaucoup plus de chances de le dépister plus tôt. Donc, il y a quand même... J'imagine que par rapport à ça, étant donné qu'on dépiste plus de cancers, on doit avoir l'impression qu'il y en a plus, mais c'est pas une mauvaise chose nécessairement. Exactement. Donc, c'est pas nécessairement une statistique qui peut être complètement alarmante. Il y a quand même du positif là-dedans. Parce qu'en les dépistant plus tôt, on est capable de guérir plus tôt aussi. Oui, exactement. Et voilà pourquoi aussi, c'est un des facteurs pour lesquels la statistique augmente aussi. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, mais oui, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées dans la région. Juste au niveau des activités de prévention, on touche à peu près un peu plus de 10 000 personnes sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans les camps de jour, dans les écoles, par exemple, ou dans diverses organisations. C'est beaucoup de monde. Et au niveau aussi, bien sûr, des patients qui fréquentent les établissements hospitaliers, qui sont dans les centres d'oncologie, eh bien, ces gens-là, de façon directe ou indirecte, sont évidemment interreliés avec la Société canadienne du cancer parce qu'évidemment, on est l'organisme qui en fait le plus pour la recherche pour tous les types de cancers. Donc, ces gens-là, par la bande, en bénéficient à chaque jour lorsqu'ils fréquentent leurs centres hospitaliers locaux parce que grâce au traitement de radiothérapie, chimiothérapie et les nouveaux traitements expérimentaux, ben, ces gens-là, par la bande, peuvent bénéficier de l'investissement qui est fait par la Société. Et en plus, votre présence sur le terrain est omniprésente. En fait, si on rentre dans un hôpital, je pense on voit la Société canadienne du cancer. On l'a un peu inconsciemment dans notre paysage un peu tout le temps. On la voit surtout dans les départements d'oncologie. C'est sûr que nous, ici au bureau, on a une agente de service à la communauté qui est dédiée vraiment à nos services que l'on offre ici et qui est là principalement aussi pour faire du travail de terrain et justement aller travailler en étroite collaboration avec les infirmières pivots dans les centres d'oncologie pour leur expliquer quels sont nos services, quel est le protocole aussi pour les envoyer chez nous et quels autres organismes aussi qui ont des services complémentaires aux nôtres, ils peuvent aller chercher. Donc, il y a tout un protocole, il y a toute une formation, il y a un travail de collaboration étroite qui est fait avec les infirmières pivots dans les hôpitaux. Donc, c'est une des raisons pourquoi on nous voit beaucoup et avec raison. Et on vous voit avec les organismes, les infirmières, mais vous avez des services aussi directement aux usagers, aux gens victimes de cancer. Ouais. C'est quel genre de service que vous offrez? Ça ratisse assez large, j'imagine? Ça ratisse assez large. Je te dirais que principalement, le premier service que l'on offre ici directement au bureau, c'est un service de prêt de prothèses capillaires. Okay. Ça, c'est le service que l'on offre et qui donne le plus de résultats. Donc, des gens qui sont atteints de cancer, qui débutent des traitements de chimiothérapie et qui se font proposer, par exemple, par les infirmières pivots. Bon, des fois, c'est un peu difficile d'accepter la perte de cheveux. C'est pas quelque chose de facile. Il y en a qui vivent bien avec ça. Il y en a d'autres qui vivent moins bien avec ça. Ben, il y a des alternatives. Et au bureau, ce que l'on offre, c'est un service de prêt de prothèse pour 20 $. Là, on parle de prothèses des fois qui peuvent aller entre 500, 1000, 1500 $ la prothèse. On offre ça pour 20 $ pour un temps indéterminé. La personne s'en vient ici, fait une consultation avec une spécialiste, que ce soit une bénévole ou que ce soit notre agent des services à la communauté. Donc, il travaille avec elle de un aussi pour comprendre un peu quelle est sa situation de vie, comment ça fonctionne, c'est quoi la dynamique. Par la suite, ils vont lui faire essayer plusieurs types de prothèses jusqu'à temps que la personne soit à l'aise avec la prothèse qui lui est proposée. Et cette personne-là peut garder la prothèse tant aussi longtemps qu'elle en a besoin durant ses traitements ou même après, lors de la repousse de cheveux. Donc, pour un 20 $ seulement, c'est des bienfaits qui sont pas calculables nécessairement scientifiquement, mais on sait le moral sur la guérison et cette preuve-là est plus à faire. Exactement. Puis, on offre aussi plusieurs types d'autres services comme des prêts de prothèses mammaires aussi pour des gens qui subissent des interventions sur la poitrine parce que, il y a plusieurs cas de cancer du sein.
aide matérielle aussi, matériel oncologique. Des fois, il y a des gens qui ont des pansements à refaire, ils ont des lectures à prendre aussi, des prises de sang. Donc, ce sont des choses que l'on offre ici. Mais on fait aussi beaucoup de relations d'aide. Tu sais, les gens qui viennent nous voir au bureau ici, qui prennent rendez-vous, ou même qui viennent cogner à notre porte, là, qui sont à l'hôpital et qui viennent cogner à notre porte. Il y a des gens en détresse. Il y a des gens victimes de cancer qui sont en détresse. Il y a des proches qui sont en détresse. C'est difficile à accepter parfois. On en voit beaucoup, là. Genre, on en voit 5 jours sur 7. Et donc, il y a beaucoup de relations d'aide, de soutien qui est fait pour les victimes de cancer et leurs proches ici même, que ce soit par les employés ou par les bénévoles qui sont formés par la société pour les recevoir. On a aussi, à la grandeur du Québec, et c'est d'ailleurs disponible, ça fait partie de la statistique où il y a 1600 personnes qui viennent cogner à notre porte, on a un service extraordinaire de soutien qui s'appelle Cancer J'écoute. Donc, quand on a besoin de soutien psychosocial, ça va pas bien, nos proches vont pas bien, ils ont besoin d'un répit, ils ont besoin de conseils. Il y a des gens qui sont là pour eux et vraiment pour prendre le problème, pour l'isoler, puis être capable avec eux de leur offrir ce répit psychologique-là aussi, puis de les aider à démêler tout ça. On en fait beaucoup ici aussi. C'est important parce que souvent, on a peut-être pas l'impression quand on devient aidant naturel de quelqu'un on le devient des fois par la force des choses. Exact. On n'est pas toujours conscient qu'il y a des services pour nous. Et ici, on sait à quel point c'est important l'entourage de quelqu'un qui a le cancer pour, encore une fois, son moral, la façon de les traiter, tout ça. Et les proches ont aussi besoin d'aide pour aider. Absolument. Puis en plus de Cancer J'écoute, évidemment, on a notre ligne spécialisée du service d'information sur le cancer. Donc, tu sais, des fois, on est dans le bureau du médecin, il nous parle un petit peu de ce qu'on vit, on leur pose des questions, mais des fois, il y a des réponses qui nous manquent. On peut appeler au service d'information sur le cancer, puis avoir différents types d'informations sur le cancer qui nous touche, par exemple, ou sur divers types de cancer. Mais pour revenir à ce que tu disais, effectivement aussi, on a un service qui s'appelle Parlons Cancer. C'est sur Internet. Ce sont des groupes de discussion qui sont faits pour jumeler des gens qui vivent la même chose. Ah oui. T'sais, on s'entend dessus des fois. La meilleure façon de ventiler un peu ce qui nous arrive, c'est de le partager avec des gens qui vivent la même chose, puis qui comprennent ce qu'on vit, donc qui sont peut-être plus outillés pour nous écouter ou pour nous lire, là, dans ce cas-là. Donc ça, c'est un service aussi qui est financé par la Société canadienne du cancer et qui est piloté par la Société. Donc, il y a énormément de services. Comme je vous dis, on a une pléiade de services, mais je dirais que principalement au bureau. Puis ce qu'on offre aussi à la grandeur du Québec et pour les gens de la région, là, je dirais que c'est les principaux là, que je viens de t'énumérer. Vous travaillez avec des gens qui sont victimes de cancer, mais vous travaillez beaucoup aussi en prévention, en dépistage. À ce niveau-là, comment ça s'articule ici? Comment on fait pour sensibiliser les gens à ça? Plusieurs activités, puis je suis content que tu en parles parce que tu sais, le cancer, c'est gros, c'est complexe. C'est pas pour rien qu'on a de la difficulté encore à trouver la cure miracle ou à trouver la façon miracle de pouvoir le prévenir à 100% de tous les cas. Évidemment, c'est un peu utopique, là. Puis à la Société canadienne du cancer, on a la chance d'être un organisme qui est bien structuré et qui peut lutter sur plusieurs fronts pour justement déjouer le cancer. Donc, nous autres, oui, on est un organisme de bienfaisance, on est un organisme de charité, mais nous, on ne demande pas la charité, on offre aux gens un projet de société qui est de déjouer le cancer à long terme et de ne plus avoir peur du cancer. Donc, oui, on investit beaucoup en recherche. Oui, on investit énormément aussi pour des services locaux et des services qui sont offerts à tous les Québécois et les Québécoises, mais on attaque le cancer au niveau préventif. C'est bon que tu en parles. On a plusieurs activités à la Société, entre autres, il y en a une que tu as peut-être déjà entendu parler. On fait la tournée du Québec avec un appareil qui s'appelle le photomaton, qui est un appareil qui prend des poses de notre épiderme, mais à des couches un peu plus profondes. Okay. Ça nous permet, évidemment, il y a des gens qui sont formés, il y a des cliniciennes qui sont formées pour faire les lectures et pour prendre les photos. Ça nous permet de voir les réels dangers des rayons UV sur notre peau, parce que souvent, parfois, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de grains de beauté anormales, on n'a pas de coupe rose ou on n'a pas de taches qui nous laissent croire que notre peau est peut-être en danger, mais quand on va sous l'épiderme, les réels dangers de l'exposition ou de la surexposition aux rayons UV, c'est là qu'on les voit. Donc, cet appareil-là permet de le détecter et de justement faire prendre conscience aux gens que, regardez là,
Regardez ce que ça peut faire, les rayons UV d'une façon surexposée sur votre peau. Donc, voilà pourquoi on vous recommande de vous protéger de telle façon avec tel type de crème solaire ou en adoptant tel type de comportement dans votre vie de tous les jours lorsque vous êtes confronté à un soleil de plomb, par exemple. Ça serait impensable de penser qu'un groupe indépendant qui n'est pas la Société canadienne du cancer puisse faire quelque chose comme ça. Ça doit coûter cher de déplacer une machine de ce type-là. Ça coûte cher. On investit là-dedans. C'est ça, j'imagine que grâce à votre organisation, vous êtes capable de faire un projet aussi grand. On investit dans la machine, on investit dans la formation de bénévoles et de cliniciennes pour ça, mais c'est ça qui est le fun dans la société, c'est que ça coûte pas nécessairement trop cher non plus faire ces activités-là parce que on est nombreux, mais on a beaucoup de bénévoles. C'est ça la clé, c'est la force du nombre qui nous permet d'aller chercher autant d'activités de collecte de fonds et qui nous permet de financer autant de services et pouvoir lutter sur tous ces axes de mission-là. Tu sais, vraiment de le prendre sur une palette beaucoup plus large que ce qu'on peut voir dans certains organismes qui sont très importants aussi, mais qui sont un peu plus ciblés au niveau de leur mission. Et ça, c'est des informations que le commun des mortels n'aurait pas accès normalement. Et vous avez la chance de pouvoir nous informer de quelque chose d'assez compliqué, mais de façon assez simple et ludique, j'imagine. Là, ça doit être assez agréable à tourner. Donc, ça s'organise toujours en collaboration avec la société, mais avec les bénévoles aussi. Donc, il y a des bénévoles qui sont là pour nous aider, des comités qui se forment pour mettre ces activités-là en place. Et on a d'autres activités. On a le Trottibus, qui est une activité pour les jeunes dans les écoles, qui leur permettent d'avoir un service pour aller à l'école, d'accompagnement, pour justement favoriser un peu l'activité physique, puis favoriser le vélo, favoriser les marches au plein air pour aller à l'école. Donc ça, c'est une autre activité qui est financée, qui est pilotée par la Société canadienne du cancer. Puis encore là, on a l'Escouade au soleil. Donc, l'Escouade au soleil, ça, c'est vraiment le fun. Il y a un étudiant qui est engagé l'été ici à la Société qui fait le tour des camps de jour, des écoles secondaires pour sensibiliser les gens au danger de l'exposition aux rayons UV et qui leur donne différents trucs. Puis évidemment, il y a tout un canevas ludique là, qui est présenté avec ça. Et puis, ça, c'est une autre activité de prévention. On les prend jeunes parce que justement, plus ils sont jeunes, plus ils ont l'opportunité d'avoir des changements qui sont rapidement opérables là, au niveau de leur hygiène de vie. Donc, on touche vraiment aux jeunes, aux moins jeunes aussi, aux personnes plus âgées. Il y a des activités de prévention partout au Québec. Et il y en a aussi à l'intérieur même de nos collègues de fonds que vous connaissez probablement. Justement, parlant des collectes de fonds, la plus grande, la plus reconnue, c'est évidemment le Relais pour la vie. Je pense que tout le monde dans la vie a été affecté de près ou de loin par le Relais pour la vie, soit en y travaillant. On le connaît bien, oui. Est-ce que c'est quoi la proportion de votre année qui est consacrée à ce gros événement-là? Beaucoup. Globalement, au Québec, je dirais que cette statistique-là est aussi portée dans tous les bureaux régionaux. Je dirais que c'est entre 45 et 50% de notre revenu global qui provient de l'activité Relais pour la vie. Donc, c'est très gros. Donc, ça demande beaucoup de temps. Mais encore là, on a la chance, on est une petite équipe ici, là, au sud-ouest. Là. Et donc, il y a des agents qui travaillent sur plusieurs événements à la fois. Et la clé de notre succès et le pourquoi on peut en faire plus pour tous les cancers, sur tous ces axes de mission que j'ai expliqués, c'est que c'est la force du nombre. On a des gens qui sont là pour aller mobiliser des bénévoles extraordinaires, qui nous aident dans l'organisation des événements, qui nous aident dans l'opérationnalisation des événements, dans la stratégie, dans la logistique, dans tous les volets. Donc, le Relais pour la vie, c'est gros. Et, écoute, juste au sud-ouest, à la Grandeur du Québec, en 2015, on va en avoir 89. On en a deux. Ça tourne toujours dans ces eaux-là. On en a eu 7 historiquement au sud-ouest. Cette année, on va en avoir 6. Donc, il y a Châteauguay qui en reçoit un, Beauharnois, Valleyfield, Vaudreuil-Soulanges, Kanawake et La Prairie. Donc, on a un vaste territoire, plusieurs MRC. On a le Haut-Saint-Laurent, on a Bourgneuf-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges, un peu de la MRC de Roussillon, puis des Jardins de Napierville. Ça fait beaucoup de monde, ça, là. Donc, ça représente à peu près, je dirais, là, par année, au bureau du Sud-Ouest, c'est environ 800 000 qui est ramassé par le biais des Relais pour la vie pour la mission de la société. Ça représente à peu près 500 bénévoles qui travaillent à pied d'œuvre avec les agents de développement pour mettre en œuvre les Relais pour la vie.
On parle d'à peu près 400 équipes relais. On parle donc à peu près 4000 participants. Ce sont des équipes en moyenne de 10 personnes, donc un bon 4000 participants qui, sur le territoire du Sud-Ouest, se mobilisent. Puis dans le relais pour la vie, ce qui est le fun, c'est que il y a tellement de volets intéressants au relais. C'est toute une expérience. Là. Je sais que tu as déjà assisté à des relais, je crois. On pourrait expliquer c'est quoi une journée, à quoi ça ressemble une journée Une journée type relais? Au relais, premièrement, c'est 12 heures. Pourquoi c'est 12 heures? Parce que on commence à 19h le soir puis on finit à 7h le lendemain matin. Pourquoi? C'est un peu pour se mettre dans la peau des gens qui sont victimes de cancer. Je suis persuadé que ces gens-là, s'il y avait l'opportunité des fois de peser sur pause puis de prendre un break de leurs symptômes puis de leur mal-être, ils le feraient. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Le cancer prend jamais de vacances, se repose pas. C'est un peu ça aussi l'esprit qu'on veut donner. On veut amener les gens en support à ces personnes à se dépasser. Donc, ça a lieu, c'est une marche en équipe de 7h le soir de 19h le soir, à 7h le lendemain matin. Des équipes de 10 personnes qui sont formées d'amis, de gens de la famille, de collègues de travail. Ça peut être aussi des gens qui sont touchés par le cancer, des survivants du cancer qu'on les appelle, qui font partie de la marche également. Et dans le fond, le concept est simple, c'est que durant 12 heures, les marcheurs sont invités à prendre le relais sur un sentier balisé pour évidemment célébrer la vie, rendre hommage à ceux qui luttent ou ceux qui nous ont quittés, puis à prendre un engagement personnel pour lutter contre le cancer. Donc ça, c'est un peu les 3 grandes cérémonies. On ouvre le relais avec le tour des survivants. Donc tous les survivants du cancer sont amenés ont l'honneur de faire le premier tour sur la harpe d'applaudissements des participants. C'est un moment super fort en émotion. Il y en a qui le vivent avec beaucoup d'émotion. Il y en a d'autres qui le vivent de façon plus introspective, mais ça donne quelque chose. C'est tout un buzz. Puis, et chaque équipe est commanditée, va chercher l'argent. Exactement. Chaque équipier a un capitaine d'équipe. Et ce capitaine d'équipe-là est chargé de mobiliser son monde, d'aller chercher du financement, de distribuer les bonnes informations. Et les participants, même chose, auprès de leur famille, collègues de travail, amis, vont chercher. C'est pas obligé d'être des gros dons, là. C'est ça qui est le fun, c'est la force du nombre, que ça peut être des petits dons, mais ça a un impact. Puis en bout de ligne, ces gens-là viennent marcher. C'est le point culminant, c'est le jour J, où ces gens-là vont aussi récolter le fruit de leur travail, donc vont faire la marche. Après ça, à la tombée de la nuit, les luminaires qui sont allumés. Les luminaires, ce sont des petits lampions qui sont mis sur le bord de la piste en l'honneur ou en mémoire de gens atteints de cancer. Et donc là, c'est ce qui balise la piste. Puis ça nous permet de nous souvenir de certains de nos proches. Puis ils sont comme avec nous autres, c'est comme nos phares durant la nuit, t'sais. Puis ça finit avec une activité luttée qui appelle, où on prend un engagement personnel pour améliorer notre condition de vie puis pour lutter contre le cancer. Puis entrecoupé à ça, il y a plusieurs activités, de l'animation, des jeux. Il y a souvent aussi de la sensibilisation. Je le disais, il y a des activités de prévention qui peuvent être faites sur les sites des relais, que ce soit certification santé, lunch pour la vie, où on invite les gens à amener des lunchs où il y a les 4 groupes alimentaires et il n'y a pas des groupes proscrits par le guide alimentaire canadien, par exemple. Il y a des prix à gagner pour les meilleures boîtes à lunch. Donc, il y a plusieurs activités de sensibilisation. Entre autres, à Valleyfield, je sais que l'Escouade verte collabore aussi beaucoup avec le relais. Donc, parce qu'eux passent le même message que nous autres au niveau des pesticides, le danger des pesticides. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'effervescence sur le site du relais. Puis, évidemment, ça nous prend des bénévoles, oui, pour le jour J, mais ça nous prend des bénévoles qui sont dans la stratégie. Il y a des comités de bénévoles qui sont formés, qui travaillent en collaboration étroite avec les employés de la SCC, puis ça crée une synergie qu'on connaît, ça crée un événement qui est extraordinaire, qui est un des plus gros événements de collecte de fonds au Québec et au Canada.
Peux-tu nous parler un peu de la mission, de l'historique de la Société canadienne du cancer ici dans la région? Oui, en fait, on peut remonter encore plus loin. La Société canadienne du cancer, ça existe depuis 1938, très exactement. Mais l'ouverture officielle des bureaux dans la région de Québec, donc pour la province du Québec, a été faite en 1951. Donc, ça fait très longtemps que la Société canadienne du cancer, dans l'imaginaire et dans le collectif du Québec, existe, donc depuis très longtemps. Et puis, petite histoire, c'est vraiment depuis 2000 que la jonquille est l'emblème de la Société canadienne du cancer. Avant ça, on avait un emblème qui était beaucoup plus médical et tout ça, mais maintenant, la jonquille qui représente vraiment l'espoir et tout ça, notre vente de jonquille qui est tellement populaire et tout ça, donc c'est seulement depuis 2000 que c'est vraiment notre emblème officiel pour la Société canadienne du cancer. En fait, la mission de la Société canadienne du cancer, exactement, c'est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des gens qui sont atteints et leurs proches aidants aussi. Donc, pas simplement d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont atteints, mais aussi de toute la famille et l'environnement de ces gens-là. L'éradication du cancer, on le souhaite ardemment. On travaille vraiment fort pour ça. C'est sûr que on le voit dans un futur très lointain, malheureusement, mais on travaille très, très fort pour au moins diminuer le taux de mortalité, l'incidence de mortalité du cancer et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment la mission de la Société canadienne du cancer. Tu nous as parlé un peu du mois de la jonquille. On est en plein dedans. Oui. Qu'est-ce que ça représente dans votre année, le mois de la jonquille? En fait, le mois de la jonquille, c'est pas notre plus gros événement de collecte de fonds. Hein. Le plus gros, on en discute, tout le monde le connaît, c'est vraiment le relais pour la vie. Par contre, c'est quand même un bon moyen de se rapprocher des gens puis de pouvoir les rencontrer. Donc, la jonquille, vente dans les points de vente, dans les commerces, un peu partout. Donc, c'est vraiment la façon de la Société canadienne du cancer, oui, d'aller chercher des sous. C'est quand même important. Là, on parle de plusieurs millions de dollars pour la Société canadienne du cancer juste au Québec avec la vente de la jonquille. Mais c'est plus que ça. C'est de ramener notre jonquille sur la place, c'est de dire aux gens qu'on est là, qu'on est présent et qu'on est présent dans les régions. Parce que souvent, on a l'impression que la Société canadienne du cancer, c'est un gros organisme puis que ça gère beaucoup de dollars, mais qu'on sait pas trop les retombées chez nous, pour moi, directement dans ma région et tout ça. Mais avec la jonquille, ça nous permet de montrer aux gens que oui, on a de l'impact chez vous, dans votre région, non seulement pour faire de la collecte de fonds, mais aussi c'est un moyen de parler aux gens puis de leur dire ce qu'on fait puis qu'on réalise des belles choses aussi à l'intérieur même, chez eux, dans le fond. Là. Vous encouragez beaucoup la recherche scientifique ici, oui. Justement pour prévenir le cancer, pour réussir à l'éradiquer éventuellement. Pouvez-vous donner des exemples de ce que la Société canadienne du cancer a permis de découvrir à travers le temps? Oui, bien en fait, j'ai des chiffres qu'on vient de recevoir qui viennent juste d'arriver. Donc, juste au Québec, en 2014, on a investi plus de 7 millions de dollars en recherche. La Société canadienne du cancer travaille avec l'Institut de recherche de la Société canadienne du cancer, en fait, on travaille avec eux depuis longtemps, depuis 1951 aussi, quand on a été créé ici au Québec. Donc, on travaille avec eux et c'est eux vraiment qui vont distribuer cet argent-là à des projets de recherche qui sont les plus prometteurs. Donc, eux, c'est vraiment des scientifiques, des médecins, et ils s'occupent d'envoyer ça. Et au Québec seulement, cette année, on a subventionné plus de 100 projets de recherche dans 5 centres différents, donc 71 équipes de chercheurs qui ont travaillé avec les sous, avec la subvention de la Société canadienne du cancer pour arriver à mettre en place leur projet de recherche. Ce qu'on travaille le plus présentement, puis ce qui est vraiment prometteur, c'est vraiment un vaccin contre le cancer. Okay. Donc, c'est pas quelque chose qui va le prévenir, mais c'est vraiment quelque chose qui peut soit l'éviter, mais surtout éviter la récidive, hein, parce qu'on sait que quelqu'un qui est atteint de cancer a 75% de plus de chances d'avoir une récidive de cancer. Pas le même nécessairement, mais bon, malheureusement, ça fait partie des statistiques. Donc, il y a une équipe de recherche qui travaille à l'Université de Laval, donc qu'on connaît bien, qui travaille là-dessus avec des vaccins pour renforcer le système immunitaire. Donc, ça va faire en sorte qu'on pourrait éviter la récidive de cancer à l'aide d'un vaccin, tout simplement. Au niveau du cancer du sein, on travaille aussi sur les tests sanguins, d'être capable de dépister un cancer du sein, mais sans avoir à passer la mammographie ou des tests très douloureux, des biopsies, etc. On pourrait savoir si on a le cancer juste à l'aide d'un test sanguin. Donc, ils sont en train de découvrir ça. Puis ça, c'est une équipe aussi, ça, c'est une équipe de l'Université de McGill qui travaille là-dessus présentement. Donc, il y en a 100 comme ça. Allez sur le site internet www.cancer.ca, puis vous allez tout trouver cette documentation-là. Mais c'est important de le dire puis de le redire. 7 millions à la recherche juste ici au Québec. Puis ça, c'est des retombées partout au Canada puis partout dans le monde, hein, parce que les découvertes sur le cancer, ça n'a pas de frontières. Mm-hmm. Donc, veut pas, tout le monde est touché.
Et j'imagine qu'à chaque étape qu'on franchit à ce niveau-là, à chaque découverte, ça doit être un boost, un encouragement incroyable pour l'équipe qui travaille, pour vous qui travaillez là-dedans. Oui, c'est assez impressionnant. À chaque fois qu'on a ces chiffres-là, évidemment, ça nous encourage beaucoup. Puis ce qu'on sait, c'est que c'est des gens de notre entourage, c'est des gens avec qui qu'on travaille, les gens qu'on côtoie, hein, parce qu'ici, il y a un centre de service, donc il y a partout à travers le Québec, là, dans les bureaux régionaux, il y a des centres de service, il y a des gens qui sont atteints, des familles qui viennent ici pour recevoir du soutien, etc. Donc, nous, ce qu'on sait quand on a des beaux chiffres comme ça au niveau de la recherche, c'est que on sait que ces chiffres-là, ces projets-là vont servir à des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, et c'est la même chose pour peu importe qui, là. On sait qu'il y a 2 Québécois sur 5 qui vont avoir un diagnostic de cancer au courant de leur vie. Donc, pas qu'ils vont en décéder nécessairement, mais qui vont se faire dire par le médecin, monsieur, madame, vous avez un cancer. C'est beaucoup. Donc, par la bande, c'est sûr que tous ces beaux projets-là de recherche, ça touche tout le monde. À ta connaissance, si on remonte il y a 10 ans ou 20 ans par rapport aux recherches sur le cancer, les chances de survie ont évolué comment? J'imagine qu'il y a eu des progrès de ce côté-là? Oui, effectivement. Depuis 60 ans, on a augmenté, on est passé de 25% à 65% le taux de survie d'un cancer. Ça, c'est en général. Chez les enfants, on est passé à 88% du taux de survie pour les enfants qui ont moins de 5 ans. Donc, qui vont survivre à un cancer, surtout le type de cancer du sang, le lymphome, tout ça, celui qui est le plus malheureusement, qui est le plus répandu. Mais chez les enfants, on a beaucoup de bonnes réponses au niveau du taux de survie. Mais pour un Québécois moyen, peu importe, là, on est passé de 25 à 65% de taux de survie. Et ce qu'on vise, la Société canadienne du cancer, c'est vraiment de continuer à investir dans la recherche pour qu'on puisse arriver à atteindre un 80% de taux de survie pour 2030. C'est vraiment ça notre objectif. Donc, dans environ une quinzaine d'années, on espère être capable d'arriver à ce 80%-là de taux de survie. En fait, c'est que ce qu'on espère, c'est qu'il n'y ait plus jamais aucun Canadien ou Québécois qui ait peur d'avoir le cancer. C'est-à-dire que oui, ça reste encore aujourd'hui, même si les chances de taux de survie sont élevées, quelque chose qui est une grosse nouvelle. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait qu'on soit de plus en plus capable de leur dire d'emblée, mais ça va bien aller. Oui, il y a un diagnostic de cancer, mais ce cancer-là, on a des bons pourcentages de taux de survie, puis ça va bien aller. Fait que c'est ce qu'on espère le plus aussi. Et est-ce qu'il y a des types de cancers pour lesquels c'est plus problématique, où les avancées sont moins rapides, ou si le cancer se traite pas mal de la même façon? En fait, je sais pas au niveau des avancées qu'est-ce qui est plus rapide ou pas. Je sais qu'il y a des cancers, par contre, qui sont beaucoup plus meurtriers que d'autres. Le cancer du poumon, entre autres, qui est un cancer qui est assez populaire, surtout chez les messieurs, mais les statistiques démontrent que les dames, on est en train de rejoindre le groupe, là. Donc, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont un cancer du poumon. Ça, c'est un cancer qui est plus meurtrier que les autres. Mais au niveau des autres types de cancers, sein, prostate, etc., les ovaires et tout, là, les chances de survie sont très, très élevées. Mais malgré tout, il faut jamais oublier que chaque être humain est unique, puis que la recherche avance continuellement. Donc, on espère vraiment qu'un jour, on soit capable de guérir, en fait, d'assurer un taux de survie à tous ces gens-là, puis qu'il n'y ait plus nécessairement un cancer plus meurtrier que d'autres, mais pour l'instant, malheureusement, c'est encore le cas.